Bonsoir à tous, en particulier à ceux à qui je n'ai pas serré la main peut-être ce soir. Voilà, donc je vais vous parler d'une technologie, d'une librairie qu'a créée Microsoft qui s'appelle ReactXP et qui permet en fait de faire du développement multiplateforme. Donc ça n'est pas uniquement le mobile, mais c'est aussi le web et puis le desktop. Alors, avant de commencer, quelques mots en ce qui me concerne. Alors, la première chose que je veux dire, c'est que je suis ici en dehors de ma zone de confort. C'est vraiment une première. Mais en fait, bon, je dis ça, mais en réalité, je suis en dehors de ma zone de confort depuis beaucoup plus longtemps. Depuis que, il y a 1 an et demi, j'ai décidé de devenir freelance après avoir été salarié de 1993 à 2017. Donc j'ai aujourd'hui une double casquette en fait. J'aide les entreprises à migrer ou à créer leur application dans le cloud et sur le mobile. Et je suis aussi directeur associé d'une startup qui s'appelle IGX, directeur technique associé d'une startup qui s'appelle IGX, dont je vais vous donner quelques mots plus tard. Vous avez ici les canaux pour me joindre. Donc je suis sur Twitter avec @zomatro et puis j'ai un blog matro.tech. Est-ce que la présentation sera distribuée aux participants? C'est filmé, en fait on la met Ok, sur le Meetup. super. Alors, donc ce soir, j'ai décidé en fait de vous parler d'une expérience en particulier avec un de mes clients. Donc, vous allez voir, c'est tellement particulier que je pense que dans votre contexte, ça ne va pas forcément être quelque chose que vous allez directement utiliser. Mais ceci dit, je pense que c'est très intéressant, vous allez voir. Et le troisième point, oui, je ne suis pas un expert parce que les meilleurs experts pour moi d'une technologie, ce sont les gens qui ont développé cette technologie. Et moi, je ne suis qu'un utilisateur qui découvre donc depuis 1 an et demi maintenant comment ça fonctionne. Donc j'en suis en fait tellement content que je la propose à la majorité des clients avec qui je travaille. Alors, donc je vais vous parler des enjeux de cette librairie. Pour ça, je voudrais vous afficher maintenant la mission que s'est donnée Microsoft. Je ne sais pas si vous la connaissez. Alors ici c'est MORE, M-O-R-E. Hein. En français, je pense que c'est pas dévoyer le message que de dire qu'il s'agit de permettre à un maximum de personnes d'accomplir davantage de choses. Donc, dans le cadre de cette librairie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de pouvoir rester concentré sur l'expérience utilisateur, de bien répondre aux besoins de vos clients et en ayant une performance de vos applications qui soit la meilleure possible. Donc, pour arriver à ça, il faut un certain nombre de choses. La première étant un langage universel en fait, pour définir les écrans. Donc vous écrivez une fois vos vues, vos animations et vos styles, et ensuite ça fonctionne sur toutes les plateformes qui sont adressées par ReactXP. Je vais vous montrer tout à l'heure quelles sont ces plateformes. Alors ça ne suffit pas, il faut aussi un langage pour tout ce qui est la logique métier. Donc ce langage, c'est d'après la dernière étude de Stack Overflow, c'est le langage le plus populaire chez les développeurs qui s'appelle JavaScript. Sauf que dans le cadre de ReactXP, en fait, on va utiliser un surensemble de ce langage JavaScript qui s'appelle TypeScript, qui est aussi quelque chose qui a été créé par Microsoft, qui permet en fait de faire du typage statique optionnel, de créer des classes et des interfaces et d'avoir des primitives de développement de haut niveau qui vont vous simplifier la vie. Donc dans ReactXP, il y a React. Donc je pense que ceux qui connaissent, vous avez déjà compris qu'en fait, cette librairie s'appuie sur toutes les itérations de React qui existent aujourd'hui sur le marché. Je vais vous montrer un beau schéma tout à l'heure. Donc moi, ce qui m'a vraiment plu avec donc ReactXP, mais surtout donc, ce qu'on peut faire en React, c'est le fait que vous pouvez voir immédiatement les modifications d'interface que vous faites au niveau de vos composants. Je compare toujours ça avec alors Android, parce que j'ai fait du développement Android, ou alors avec WPF pour Windows, où tant que vous n'avez pas recompilé en fait, votre projet, vous ne voyez pas les modifications que vous avez faites.
Donc on gagne un temps considérable, surtout quand on teste sur un périphérique mobile où il faut le temps en fait, que l'application soit non seulement compilée, puis déployée sur le périphérique. Alors vous pouvez en fait importer les modules externes, hein, les modules JavaScript. Il faut savoir que ces modules JavaScript aujourd'hui sont pratiquement tous fournis avec un fichier de typage statique correspondant qui va vous permettre d'utiliser ces modules avec TypeScript comme si c'était complètement écrit en TypeScript. Et le dernier point, c'est le choix de la cible JavaScript, puisque quand on fait du JavaScript, on sait que ce JavaScript qui va tourner dans une machine virtuelle. Les machines virtuelles, donc il y a celle du navigateur pour le web, il y a celle d'Android pour Android, celle d'iOS pour iOS, et puis il y a celle des autres plateformes que vous ne connaissez peut-être pas, le Mac et puis Universal Windows Platform. Donc il faut, toutes ces machines virtuelles ne sont pas forcément alignées sur une version particulière d'ECMAScript en fait. Et la grande force de TypeScript, c'est qu'en fait, vous allez par paramétrage dire ben moi je veux cibler telle version d'ECMAScript. Et donc si cette version d'ECMAScript elle est supportée par toutes les machines virtuelles que vous ciblez, vous êtes certain en fait que ça va fonctionner sans que vous ayez à vous poser la question si vous étiez en JavaScript pur, ah mais ça au fait, est-ce que ça marche bien dans tous les contextes Donc en fait, ce qui se passe, c'est que TypeScript va transpiler ou compiler vers du JavaScript vraiment adapté à la plateforme. Je peux vous donner un exemple, les primitives à 5 await qui permettent de faire donc des appels en fait HTTP par exemple, et donc d'attendre le résultat. Donc ça c'est pris en charge par les dernières versions d'ECMAScript, mais ce n'est pas le cas pour les versions les plus anciennes. Donc quand vous ciblez une version ancienne, TypeScript va vous générer une machine à état qui va vous permettre de mettre en œuvre cette syntaxe un peu avancée. Et sans ça, en fait, il faut gérer soi-même le niveau de JavaScript que vous voulez utiliser. Alors, je vous montre ici les composants d'interface. Donc, je vous l'ai dit, il faut un langage universel pour les écrans. Alors, ça ne peut pas être le HTML. Ça ne peut pas être le langage qui a été créé pour React Native en tant que tel, pour ne pas entrer en conflit avec lui. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, ReactXP a repris complètement le langage donc, de balise XML de React Native en y adjoignant un préfixe qui permet de ne jamais entrer en conflit avec d'éventuels contrôles que vous utiliseriez directement en React Native si vous ciblez React Native. Alors, comment j'en suis arrivé à trouver en fait cette librairie Alors la première démarche que j'ai entreprise, c'est que quand je me suis donc associé avec IGX, l'interrogation qu'on avait c'était on a un existant qui est décrit ici, mais j'ai quand même parlé juste avant un peu de ce qu'on fait. Donc en fait, on est dans la santé et on construit une plateforme pour l'éducation thérapeutique du patient. Donc en fait, ça consiste à aider de manière continue des patients qui sont atteints de maladies chroniques, donc le diabète, l'obésité, etc. Aujourd'hui, l'éducation thérapeutique, ça se fait en institution, en présentiel. Une fois que ensuite vous êtes relâché dans la nature et vous êtes laissé seul. Donc ce que nous on veut faire, c'est recréer le lien, enfin poursuivre le lien qui s'est créé pendant ces réunions en institution et donc le prolonger sur le web. Donc pour ça, il y a donc une plateforme qui est composée d'une application mobile aujourd'hui développée en Xamarin Android. Donc cette application mobile, elle est dédiée aux patients parce que nous on pense que la stratégie pour le grand public, c'est mobile first. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens comme vous et moi qui n'ont plus que leur téléphone mobile et ça suffit pour tout faire en fait. Ce n'est pas du tout la même problématique côté soignants qui sont donc des professionnels. Donc pour eux, on a effectivement un site web qui a été développé en PHP, HTML, Bootstrap. Donc moi, ce que j'ai vu, ce qui m'a sauté aux yeux tout de suite, c'est qu'on a deux ensembles de technologies à maîtriser pour pouvoir produire notre plateforme.
Et puis la deuxième chose, c'est qu'on n'a pas d'application iOS. Quand je parle de Xamarin, c'est bien Xamarin Android, donc ce qui a été développé, on ne peut pas, enfin on pourrait, hein, avec un gros travail, on pourrait le reporter vers iOS. Mais bon, ce n'est pas la stratégie. La stratégie, donc, ça va être de passer courant 2019 sur React XP. Alors c'est un sacré coup de balai, hein, parce que en gros, tous les gens qui sont là doivent monter dans le bateau, ramer pour embrasser TypeScript, JavaScript, TypeScript. Mais bon, je pense que la plupart des développeurs ont quand même un jour touché à JavaScript, parce que c'est quand même quelque chose qui existe depuis fort longtemps. Et puis je pense, je parle début des années 90, peut-être même avant. Voilà, donc on va passer sur React XP, et donc là on n'aura plus qu'un ensemble de technologies pour fournir notre plateforme, une application mobile iOS, une application mobile Android et le site web pour nos soignants. Et aussi pour les patients, parce qu'en fait, ce qu'on a comme stratégie, c'est que quand l'application mobile ne contient pas encore la fonctionnalité qui se trouve dans le web, en fait, on va rappeler le web depuis le mobile pour qu'on puisse quand même fournir l'ensemble des fonctionnalités. Alors, je ne vais donc pas parler, pour iGix, c'est terminé, ce n'est pas le sujet du jour, parce qu'en fait j'ai rencontré une autre société, une autre start-up qui s'appelle B2Bot, qui est venue me voir avec un challenge vraiment intéressant. Ils m'ont dit, nous, notre back-end, il n'est pas dans le cloud, il doit être dans le mobile. Ce back-end, il est écrit en C++ 11, multiplateforme, C++ 11, et c'est un back-end de vision artificielle. Donc on a besoin d'avoir ce back-end exposé à une application mobile iOS et Android. Donc évidemment, là encore, pour moi, React XP a été la solution. Parce que bien qu'aujourd'hui B2Bot ne me parle que d'une application iOS et une application Android, en fait, il y a un certain nombre d'autres plateformes qui sont adressables, et pourquoi pas dans un futur proche ou pas d'ailleurs, à moyen, à long terme, à court terme, à long terme, je n'en sais rien, peut-être qu'ils vont vouloir bénéficier de ce back-end, je sais pas, exposé dans du Node.js dans le cloud, ou dans encore même d'autres possibilités que je n'imagine même pas, en fait. Alors, je vais vous montrer sur cette diapositive comment est architecturé React XP. Donc j'aime bien les ponts, je trouve que ça permet de faire des métaphores très intéressantes. Donc ici sur cette diapo, en fait, React XP, c'est le niveau le plus élevé qui est en jaune. Et donc ce qu'on voit, c'est que React XP s'appuie sur un certain nombre d'implémentations de React. Donc de gauche à droite, vous avez, c'est mal écrit, un React Native macOS, React Native qui vous permet d'adresser iOS et Android, React Native macOS vous permet d'adresser macOS, React.js qui lui vous permet d'adresser le web et éventuellement le desktop si vous encapsulez ça dans un container Electron. Et puis tout à fait à droite, React Native Universal Windows Platform. Donc aujourd'hui, si vous développez en React XP, vous avez toutes ces plateformes qui sont disponibles. Alors, si vous ne sortez pas, si vous restez en tout cas au niveau React XP avec le tronc commun qui existe, parce que React XP a dû évidemment s'adapter au niveau de ses API et de ses composants pour pouvoir fonctionner sur toutes ces plateformes. Alors, je vous propose maintenant de zoomer donc, sur React Native, dans le cadre de React XP qui s'appuie sur React Native, donc pour fournir cette application mobile à B2Bot. Donc ceux qui connaissent React Native, et pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, il faut savoir que React Native vous fournit les moyens de liaison entre le JavaScript, l'Objective-C pour l'iOS, mais le Swift également, si je ne dis pas de bêtises, le Java et Kotlin pour Android. Alors, je dis bien que ce sont les moyens de liaison qui sont disponibles là pour vous, mais vous devez écrire le code pour avoir ces moyens de liaison qui fonctionnent. Donc là, le challenge, c'est on ne veut pas aller voir, on ne veut pas lier de l'Objective-C ou du Java, on veut lier du C++ 11 vers le JavaScript.
Donc on s'est mis à la recherche de quelque chose qui allait nous permettre d'une part de faire ces liaisons et d'autre part de générer le code de ces liaisons. Parce qu'on ne veut pas passer de temps. Je pense que quand on est dans une start-up ou même qu'on est à la tête d'un service de R&D, on veut que les équipes travaillent sur ce qui a une plus-value pour les clients. Bon, après, je dis ça, mais sans doute que dans d'autres entreprises, on a le luxe de pouvoir réinventer des choses qui n'existent, enfin, de nouvelles choses, ou éventuellement réécrire des choses qui n'existent pas. Et donc, on a trouvé un projet qui s'appelle Genie, qui en fait a été initié par Dropbox. C'est un projet open source qui donc vous permet de décrire en fait vos objets métiers dans un langage assez simple, ainsi que vos interfaces, qui s'appelle l'IDL. Donc vous créez ce fichier IDL, vous passez ça à la moulinette Genie et vous avez tout le code de liaison pour l'Objective-C et pour le Java qui est généré. Vous n'avez plus qu'à le prendre, à l'inclure dans vos projets, et puis c'est gagné. Si vous avez la logique métier Objective-C ou Java, elle va directement être disponible côté JavaScript. Alors ce projet il a été repris par un contributeur qui s'est dit moi je vais aller encore plus loin, je vais permettre de faire des liaisons du C++ vers le JavaScript. Donc là c'est bonheur pour nous parce que ça aurait dû faire encore beaucoup plus de code à générer et encore une fois du code qui ne correspond absolument pas au métier et à la valeur ajoutée de B2Bot. Voilà, donc là j'en ai fini pour cette partie-là. Alors si vous voulez démarrer avec ReactXP, vous avez plusieurs solutions. En tout cas, il vous faut un éditeur qui supporte TypeScript. Alors là, je vous ai mis Visual Studio Code parce que c'est encore quelque chose qui est issu au départ de Microsoft, écrit en TypeScript d'ailleurs, mais complètement open source. Et puis après, vous avez le choix soit de partir des exemples de Microsoft qui sont dispo sur le GitHub de ReactXP, soit vous partez de zéro. Vous avez des outils qui permettent de créer une application de démarrage. Évidemment, elle sera vide, il n'y aura rien du tout, il n'y aura aucune vue, il y aura... c'est assez nouveau là, Create RX App. Moi, quand j'ai commencé, ça n'existait pas. Donc du coup, on partait des projets d'exemples, puis on enlevait tout ce qui ne nous intéressait pas. Ensuite, pour ceux qui sont habitués à React, vous faites la récupération des dépendances de ce projet. Et puis après, vous avez des commandes d'exécution qui vous permettent d'exécuter votre application en mode debug ou en mode release sur Android, iOS et le web, qui est donc... Alors après, pour ce qui est macOS et Universal Windows Platform, il y en a peut-être, mais je ne les ai pas mis en œuvre. Voilà, alors maintenant, qu'est-ce que j'ai rencontré comme problème? Alors, le premier que vous voyez là, l'histoire des styles, ça, c'est vraiment très personnel. Moi, j'ai fait du WPF, j'ai fait de l'Android, où vous avez en fait des balises de layout qui vous permettent de décrire exactement ce qui vous intéresse. Là, en React et donc du coup en ReactXP, c'est pas le cas. Il faut utiliser des styles CSS et ce fameux système Flexbox là, qui permet de donner des proportions afin que les composants sur les écrans se placent comme on veut pour aboutir au résultat final. Bon, moi, j'ai vraiment galéré, je vous avoue, ça a été très très dur. Et d'ailleurs, je ne suis pas du tout satisfait des résultats que j'ai obtenus. J'ai fait des choses beaucoup plus belles en Xamarin Android, par exemple, ou en WPF. Alors, on a eu beaucoup de soucis avec l'open source. Alors là c'est typiquement donc, la librairie de vision artificielle que vous connaissez peut-être qui s'appelle OpenCV. Vous avez un certain nombre de versions de cette librairie. Vous en avez une pour Android qui va donc, vous permettre de travailler en Java, une pour iOS qui va vous permettre de travailler en Objective-C, peut-être même en Swift, ça j'en sais rien. Et puis vous avez la version C++ qui vous permet de faire du C++ natif. Et il se trouve que j'ai eu la bonne idée de m'équiper donc, pour mon activité d'un téléphone Android qui n'est pas de dernière génération,
J'ai découvert que c'était un processeur 32 bits dans ce téléphone et que par ailleurs il utilisait une caméra qui n'était pas compatible avec les dernières versions du NDK Android. Donc là, il y a eu beaucoup de transpiration. J'ai même blogué à ce sujet parce que ça a été vraiment très très dur. En fait, à l'exécution, l'application plantait. On avait des problèmes d'alignement de structure. Donc là, c'est des trucs vraiment très bas niveau C++. Mais qu'on a quand même fini par surmonter. Et puis on a remonté les problèmes à OpenCV afin que ça soit classifié comme bug et qui permette de mettre en œuvre en fait les contournements qu'on avait trouvés. Après, OpenCV natif, il a des divergences de fonctionnalité entre les deux plateformes Android et iOS. Donc là, c'est pareil. Sur un, vous pouvez ouvrir la caméra, sur l'autre, vous ne pouvez pas. Sur un, vous pouvez faire appel à une URL HTTP, sur l'autre, vous ne pouvez pas. Alors, sur iOS, effectivement, par défaut, faire du HTTP, non pas du HTTPS, ça n'est pas autorisé. Donc ça, oui, voilà, c'est possible, mais il faut aller dire oui, je veux faire du HTTP. Donc compliqué. Ensuite, il nous est arrivé qu'on utilise donc évidemment un composant image, puisque c'est de la vision artificielle. Donc vous imaginez qu'on affiche des images qui proviennent de caméras, sur lesquelles on vient mettre en overlay un certain nombre de choses. Par défaut, le composant image de React Native, dans une version que j'ai oubliée, vous permettait donc d'avoir des enfants, et ces enfants venaient en surimpression de l'image. React Native a dit non, non, c'est fini, on change le mode de fonctionnement de ce composant, maintenant c'est interdit. Et là, c'est ReactXP qui a contourné le problème, c'est-à-dire qu'on reste en ReactXP avec notre composant image, et c'est eux qui se sont chargés en fait de générer ce que React Native attend pour que ça fonctionne. Et enfin, là, j'ai mis en dernier, bon, c'est un peu une blague, hein, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une diapo qui circule sur le net où on voit les objets les plus lourds dans l'univers, et puis vous avez les trous noirs, enfin les étoiles, les trous noirs, etc. Et vous avez les modules Node.js qui carrément sortent de la diapositive. Voilà, on arrive presque à la fin. Donc ce que je retiens, c'est que vraiment, et ça me tient à cœur, on a pu rester concentré sur l'expérience de nos utilisateurs quand on a fait notre développement. On a, avec ReactXP, un nombre de plateformes cibles qui est relativement important. Bon, après, vous n'êtes pas obligé de faire fonctionner vos applications sur l'ensemble des plateformes. Vous pouvez choisir, commencer par le mobile, rajouter le web derrière, et puis Universal Windows Platform ou macOS, même encore plus tard. Et puis ça, c'est vraiment ça, pour moi, ça a été une grande réussite de pouvoir dire on fait du C++ native qu'on peut appeler depuis le JavaScript. Ça, je dois dire que ça a été vraiment une belle réussite. Voilà, je vous remercie de votre attention. C'est terminé. On peut prendre quelques questions. Oui, allez-y, je vais essayer d'y répondre. Oui. Est-ce que vous avez une expérience entre ReactXP et les technos Angular qui est à peu près Alors pour tout vous dire, Angular, je viens de commencer aujourd'hui, j'ai une nouvelle mission avec Angular. Donc non, pas encore. Ça va venir, mais non, parce qu'effectivement, comme je vous disais, j'ai fait du WPF, j'ai fait du Xamarin Android, voilà, où il y a effectivement des layouts qui sont... votre librairie Giml d'interface JavaScript Oui. en fait, elle peut être utilisée hors ReactXP. Oui, 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 oui. Encore une fois, ReactXP utilise TypeScript qui n'est jamais qu'un surensemble de JavaScript. Vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser tous les apports comme le typage statique, etc. C'est optionnel, hein. Donc, il y a d'ailleurs des exemples dans le GitHub de ReactXP en JavaScript pur. Mais c'est vrai que pour moi, après, c'est à vous, dans ce cas-là, c'est à vous de choisir le bon niveau d'ECMAScript pour que ça marche sur toutes les machines virtuelles. C'est ça un peu, pour moi, le moins en fait de travailler en JavaScript. Oui. J'ai pas compris la méthode que vous avez fait. Tu pars d'un truc React natif pour après l'utiliser en React XP. Est-ce que tu perds pas ton côté multi
multiplateforme en passant. Alors oui, là, alors là en l'occurrence pour B2Bot, oui, là on s'est vraiment concentré sur React Native parce que pour l'instant ils veulent pas, ils ont pas de besoin sur d'autres types de plateformes. Dans le même sens, quand tu vas utiliser un plugin, tu trouves un plugin sympa à Native, Oui. tu vas pouvoir le porter et l'utiliser dans la. Alors en fait, vous avez un mécanisme d'extension avec ReactXP qui vous permet, toujours pareil, d'abstraire avec un niveau commun à toutes les plateformes des librairies qui existent déjà. Par contre, c'est à vous aussi là, de faire le travail pour exposer ces différentes librairies. Le simulateur et le compilateur, c'est ReactXP qui va les gérer. Une fois qu'on commence à travailler avec ReactXP, on n'utilise plus après React Native. En fait, là, ce qu'on a vu pour lancer les applications, c'est du React Native en fait. En fait, vous compilez, vous transpilez, donc je ne sais pas comment on dit, compiler, transpiler, il y a un débat là-dessus, mais bref, vous transpilez donc votre TypeScript en JavaScript, c'est mis sous la forme d'un bundle, et puis après, en fonction de la plateforme, c'est... Donc c'est un transpilateur supplémentaire qui va transpiler Oui. en web et en React Native Oui, et qui va se retrouver interprété par le simulateur de React Native. c'est ça. Alors, il n'y a pas de simulateur de React Native. Après, vous avez le simulateur de la plateforme. Un interpréteur qui va transformer Voilà. en iOS ou Android. Oui. Et en termes de performance, parce que déjà c'était pas terrible. Alors, à vrai dire, moi, j'ai pas vraiment de recul puisque j'ai pas fait de développement purement natif iOS ou Android. Je suis toujours passé par, comme je vous l'ai dit, Xamarin. Là, je sais pas. Honnêtement, je ne peux pas vous dire. Ah oui, oui. Puis alors, ce qui est rigolo, là, je peux vous dire que l'exemple que je peux vous donner là, c'est que vous avez cette librairie de Vision, donc C++, qui va générer des vidéos, des images. La difficulté, c'est de les envoyer au JavaScript. Aujourd'hui, la solution qu'on a trouvée, c'est d'en faire une string base64. Et on envoie cette grosse string côté JavaScript, qui du coup, lui, indirectement la renvoie à la plateforme native. Mais je sais que là, il y a des progrès qui sont en train de développer le moyen en fait, de n'envoyer qu'un pointeur vers les données au JavaScript. Et ensuite, le JavaScript, lui, il ne donne que ce pointeur et du coup, on n'a pas de transfert de données effectivement de grande taille. Oui. Oui. Je pense qu'au niveau des performances, ça dépend de l'utilisation, parce qu'au final, en fait, normalement, de ce que moi je sais, le React Native, il va être compilé comme, par exemple, en Android, en Java, comme quand on développe au final une application Android, en fait, avec les composants qui sont fournis par Android. Et en termes de performance, normalement, les technologies hybrides comme React.js ou Ionic ou quoi sont sur des applications basiques, où je veux une navigation basique, des images, des lignes, des choses comme ça. Les performances sont quasiment égales Ouais. en fait, à une application des mains. Ouais. C'est pas du tout vrai parce que quand tu fais du React Native, tout ce qui est basé sur JavaScript, c'est interprété. Oui, voilà, vous avez une machine virtuelle, c'est sûr. La VM, et en plus de ça, alors sur une plateforme comme iOS, quand tu tournes pas dans Safari, le JIT est désactivé. Donc ça veut dire qu'en fait, tu perds le bénéfice de l'amélioration de performance du JIT. Et alors, si vous voulez avoir des informations très précises sur cette question, sachez que c'est Airbnb qui faisait du développement natif, donc Android et iOS, qui est passé à React Native et qui a reculé, qui est revenu en arrière. Et il y a un article de blog sur Internet qui est extrêmement détaillé. Alors, je vous invite à retrouver cet article. Non, mais le lire parce que moi, j'ai même pas compris. C'est vraiment des cas très très particuliers. Parce que grosso modo, en fait, les pertes sont pourries. C'est-à-dire que dès que tu sors de l'UX,
je vais arrêter la bataille de religion. Non, Juste Florent, j'ai arrêté la bataille de religion. C'est un blog post qui est très intéressant, qui fait Ouais. 5 ou 6 pages. Ouais, c'est vraiment très très intéressant. Moi, ce que j'en ai retenu, c'était pas forcément performance ou quoi que ce soit, c'était d'autres raisons. Mais je vous invite à lire les 6 Ouais. pages parce que c'est très intéressant et ça a des ramifications par rapport au type de projet que vous pouvez avoir et la taille d'organisation que vous pouvez avoir. Et voilà, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que sinon tous les critères de sélection d'un framework comme ça, par exemple, il y a les performances d'une part, mais il y a les dépendances. En fait, les dépendances, c'est un problème monstrueux. C'est-à-dire que là, on se retrouve avec un projet qui va avoir des dépendances de tellement de modules Oui. que le moindre truc qui change et qui Oui, oui. change tout ce qu'il devait faire au départ, le cas que vous avez eu Ouais, avec l'image, ouais. par exemple, ça va poser un problème. Ouais. Donc c'est à poser. Il y a les pour et les contre. Oui, bien sûr. Chaque projet va avoir. Moi, ce que je dirais, c'est que d'un point de vue pas développeur et pas expert, c'est que moi, ce que j'attends de React Native par rapport à des développements natifs, parce que moi, je dirais, à la limite, je m'en fous, et si c'est plus performant, tant mieux, c'est super, mais ce qui compte, là, c'est le time to market. Ouais, c'est ça. Et, il y a des cas dans lesquels c'est tout à fait indiqué. Voilà. Le time to market pour une petite boîte qui n'a pas beaucoup de ressources, qui ne peut pas avoir une équipe Android, une équipe iOS, etc., ça peut être une solution intéressante. Enfin, Oui. si ça répond aux promesses à ce niveau-là. Voilà, enfin en tout cas nous dans les contextes dont j'ai parlé, en particulier pour iGix, il n'y aura aucun problème parce qu'on ne fait rien de... C'est pour ça que j'ai même pas voulu présenter ça parce que ce qu'on va faire avec iGix c'est tellement basique que c'était pas très intéressant. Plus vite aller aller plus vite mettre quelque chose dans les mains du client. Et Le seul truc à savoir, c'est quand tu prends des stacks open source, plus t'en prends, et plus il faut être prêt à mettre les mains dans le cambouis pour aller Oui. aider les projets. Voilà, c'est ce que... cette conversation séparée. Est-ce qu'on a une autre question? Ah pardon. Oui. Ah non, ça génère du JavaScript qui ensuite est bundlé pour la cible. Donc Electron, ça ne serait utilisé que pour une application web qu'on voudrait en fait mettre sur le desktop. Et du coup, ils ont un truc pour. Non. Ils ont leur propre bundle sur chaque plateforme. C'est-à-dire que quand tu bundles pour le desktop, en fait, Oui. ils ont leur propre mécanisme de bundling, c'est pas d'Electron, ils ont autre chose à eux. Alors en fait, ils ne fournissent pas pour le desktop, à part avec macOS et Universal Windows Platform, mais effectivement là on n'a pas Linux par exemple. Donc pour faire du Linux, il faut targeter le web et puis on encapsule ça dans l'Electron. Mais ça, c'est pas inclus, il faut mettre en place. Ils produisent un code natif, ils ne produisent pas un truc, ils ne produisent pas du JS stocké dans l'Electron de leur côté pour faire une API. Si. C'est toujours du JavaScript, hein, interprété et ensuite comment? Il délivre un exécutable. Mais alors Electron, j'ai jamais fait. Donc React XP délivre un exécutable si on veut comme cible Windows. Oui, bien sûr. Mais quoi? Apparemment, c'est une application Electron. Non, pour Windows, c'est pas une application Electron, c'est vraiment une application Windows, comme une application iOS ou une application Android, avec une machine virtuelle Java, et puis donc les liaisons entre le JavaScript et la plateforme native. Et les contrôles natifs. Il y avait peut-être encore, non? Au fond là-bas, non? C'est bon? Ouais, voilà, ok, il n'y a pas de souci, je répondrai volontiers. Merci beaucoup.